Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore un plaisir de vous retrouver pour cet édito R7. Une question récurrente, celle de savoir pourquoi aller à une élection présidentielle avec un candidat controversé dont tout le monde sait non seulement qu'il a coutume de braquer les urnes, mais se maintient au pouvoir par la violence, par la force et par les crimes contre. Sassou Nguesso. Ici, vous êtes nombreux à connaître Nguesso, le président de Congo-Brazzaville, qui a sur la conscience et du sang sur ses mains en centaines de milliers de personnes. Il a laissé se perpétrer sur son territoire les pires exactions, le viol des femmes et les assassinats en masse. Et nous nous souvenons que dans une enquête menée en France sur le mort du Beach, Chirac a fait libérer le directeur de la police congolais au milieu d'une nuit. Nguesso, c'est aussi les biens mal acquis à Paris. Nguesso, c'est des dizaines de comptes bancaires et sans doute 20% du PIB du Congo, un des pays les plus malheureux de la Terre, détourné par Nguesso. Le général Sassou Nguesso est congénitalement doté d'un petit cerveau doué pour le mal. Sassou Nguesso est un technocrate de la malfaisance. Il est capable de réfléchir sur un truc où Maître Nganga l'a rappelé, que c'est à la fois un fou, mais je ne sais pas, vous avez ajouté quelque chose, un fou, mais quelque chose d'autre. Il n'est pas fou. Il est congénitalement méchant. Il est né méchant. Les crimes contre l'humanité au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso n'en est pas à son premier forfait. Vous le connaissez, Denis Sassou Nguesso qui tient le Congo-Brazzaville de main de fer depuis plus de 42 ans, avec une petite interruption entre 1992 et 1997, n'en est pas à son premier forfait en matière de violation des droits humains. Le type est un choix du système néocolonialiste. Vous ne pouvez rien si la réflexion n'est pas menée autour de ça. Quand Sassou Nguesso tue Marien Ngouabi, c'est la France, je suis désolé, qui lui dit de le faire. Il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Mais quand il fait, la France, c'est quand même un grand pays aussi. Hein. Il y a des grands militaires, il y a des grands stratèges. On lui dit on ne prend pas parce qu'on dirait que les couillous et les mochis, comme vous êtes dans une promiscuité dangereuse là, ça peut, la mayonnaise peut ou ne pas prendre. C'est pour ça. Une passe. Non, pas en or. Une passe piégée. Une passe piégée. Empoisonnée. Une passe empoisonnée. Mais Sassou est aimé par la France parce qu'il est mauvais. En 1991, une lueur d'espoir avait vu le jour avec la tenue de la conférence nationale souveraine au Congo qui avait conduit à l'adoption d'une constitution démocratique et à la mise en place, progressive bien entendu, d'institutions démocratiques. Cependant, cette période prometteuse a rapidement été assombrie par des manœuvres politiciennes et criminelles de Denis Sassou Nguesso. C'est le coup d'État de juin 1997. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Nous allons offrir aux Congolais la réconciliation nationale et nous n'allons pas singer cela.
Comment ça s'est passé? Attends. Vous êtes arrivé. C'est une route bitumée juste à Ouando, c'était. On a téléphoné, on a dit qu'on pouvait se poser à l'ambassadeur. Si c'était allé à Ouando, on n'aurait rien réussi. On n'aurait rien réussi. Et M. Dassou, le président Dassou, Oui, on est dans l'aventure. On va attendre que ça sorte. Fait rarissime, des preuves tangibles ont été découvertes grâce à un document saisi par les juges français dans le coffre-fort d'Elf Aquitaine, l'actuel Total Énergie, lors d'une perquisition. Ce document révèle que les réseaux influents d'Elf, Pasqua et Focard avaient orchestré un coup d'État militaire visant à renverser le gouvernement démocratiquement élu. Alors, si vous voulez, je vais vous lire un extrait d'une note trouvée dans les coffres-forts d'Elf à la Défense. Donc une note qui explique très bien l'activisme des dirigeants d'Elf au Congo-Brazzaville particulièrement. Alors, compte rendu avec Monsieur T. Monsieur B vient de voir Sassou et lui a proposé d'exécuter les opposants qui lui seraient désignés. Sassou vient de recevoir les pièces des blindés achetées par l'intermédiaire de Mbaye, qui est un agent de renseignement gabonais. Transport aérien de Genève à Libreville, puis ensuite Libreville-Brazza. Mokoko a rejoint Brazza le 26 novembre. Alors Mokoko, encore une fois, c'est le chef d'état-major, effectivement, en cette année 92. Sassou doit essayer de le persuader d'agir. Bongo, dès son retour le 25, avait téléphoné à Sassou dans le même sens. Une équipe de mercenaires est prête à agir depuis Libreville. Et donc, c'est ce que j'indique moi en page 43 de mon livre. Et donc, on voit bien que les cadres d'Elf sont très concernés par les problèmes congolais. Et naturellement, il va y avoir d'autres coups d'État. En 92, il y aura 2 guerres civiles. En 93 et en 1997. Et naturellement, les cadres d'Elf réussissent ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire de torpiller, disons, l'audit. Et naturellement, l'audit n'a plus eu lieu ou a été carrément saboté. L'objectif était de remettre au pouvoir, au prix du sang et des cadavres congolais, l'homme d'Elf Aquitaine Denis Sassou Nguesso, pourtant chassé du pouvoir par les urnes. Parce que Denis Sassou Nguesso se soumettait aux conditions imposées par Elf Aquitaine qui prévoyaient des conditions de partage de production où le Congo ne recevait parfois que 13% des bénéfices de son pétrole, alors que d'autres pays africains obtenaient généralement autour de 51%. Au Congo-Brazzaville, et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusive. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend, avec son gendre, M. Bongo, le sort du rôle de la France en Afrique. Jusque à une série de massacres continus pratiquement tous les ans, et des massacres épouvantables, notamment en 1997-98 dans la région pétrolière, il y avait eu une série de crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique en particulier, pourrait-on dire. Et non seulement il y a cette série de crimes contre l'humanité, mais le pillage de ce pays est inimaginable. En plus, même le monde l'avoue, cet État est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux porteurs du trafic de fausses monnaies à travers le monde. Effectivement, le Congo-Brazzaville sous Sassou Nguesso est également suspecté de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et du trafic de la fausse monnaie. Rappelez-vous le témoignage de Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso et secrétaire général du Conseil national de sécurité du Congo lors du procès du colonel Marcel Ntsuru, où il révélait
que Denis Sassou Nguesso leur avait fourni une machine à fabriquer des faux billets ainsi que des sacs de la fausse monnaie prétendument pour une enquête. Comment un président de la République peut-il disposer de tels outils, une planche à billets? J'ai reçu les ordres de la hiérarchie. Le colonel Tsoro était chez lui. Il était, je crois, 15 heures ce jour-là, au niveau de la piscine du président en Pilar. J'ai reçu les ordres, on l'a attendu. C'était parce que c'est lui qui est l'adjoint, qui assiste le secrétaire général et coordonne les activités des directions spécialisées, donc direction de la sécurité intérieure et extérieure. On l'a attendu, il y avait peut-être des bouchons, il est arrivé un peu tard, j'ai dit, c'était le général adjoint, le patron vient de se retirer, voilà la mission qu'il nous confie. Ce sont les faux billets qui sont là, avec les plaques. J'ai remis seulement un gros sachet qu'il y avait les faux billets. C'était pour qu'il instruise cette affaire auprès des services. Auprès des services. C'est tout, Monsieur le Président. Et le compte rendu, je ne l'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu le compte rendu. À partir de cela, on peut également faire le lien avec le financement de la campagne électorale pour la présidentielle de 2026 que mène Denis Sassou Nguesso de manière ostentatoire en violation délibérée de la loi, alors que le pays est en pleine crise financière et économique sans égale. D'où vient donc tout cet argent alors que plus de 70% de la population congolaise vit dans une pauvreté indescriptible, condamnée à la misère et à la souffrance? C'est un matin cauchemardesque pour les habitants de l'arrondissement 9 Diri, au quartier Kombo sur l'avenue de l'Union européenne, entre l'arrêt Capitaine et la ferme. Ce triste décor est le fruit des 3 dernières pluies tombées sur Brazzaville. On se croirait dans une zone reculée, mais non, nous sommes bien au cœur de la capitale. Ici, la route est totalement inondée. Les eaux de la rivière Tiémé sont sorties de leur lit, rendant la circulation impossible, aussi bien pour les véhicules que pour les piétons. Les conducteurs de transport en commun font demi-tour. Les passagers, eux, descendent pour traverser à pied. Certains profitent de la situation pour se faire du business, pour traverser. Il faut payer soit pour être porté sur le dos, soit pour emprunter une passerelle improvisée. Nous avons fait escale à Sadelmi pour constater la dégradation de cette voie. La réalité sur place dépasse notre imagination. La route ressemble à une suite de lacs, à tel point que traverser de l'autre côté devient risqué. L'état de cette voie inquiète les habitants de Sadelmi qui ne savent plus à quel sens se vouer. Pas d'eau potable, pas d'électricité stable, les routes complètement en ruine. Des trous béants se forment de plus en plus sur des grandes artères de la capitale, à l'instar de celles situées vers le marché de Texaco dans le 5e arrondissement, empêchant ainsi des véhicules de circuler librement. Ici, les chauffeurs sont obligés de faire preuve de technicité au volant au regard de la dégradation avancée de la route. Même situation observée au château d'eau à l'intersection entre la principale voie d'accès à ce quartier et celle qui mène à Diata à Makelekele, premier arrondissement de Brazzaville. Ce trou, où vient d'être déversé le bloc de terre, entrave la circulation dans cette partie de la ville. Presque dans tout Congo,
les routes sont cabossées, vraiment, surtout ici, là, lorsque vous voyez là, dès qu'il pleut là, il y a plein de mares d'eau ici partout. Même vous-même, vous voyez ce qu'ils ont mis ici, au lieu de mettre même le gravier, ils ont laissé seulement l'autre là, la terre là. Mais quand il va pleuvoir, la route, ça va devenir comment? On paie les taxes, les patents de tout ça là, l'argent va où? Mais c'est pas bon ça, c'est pas bon. Si ça marche pas, il n'y a plus le goudron. Mettons-moi le ciment. Mettons le ciment, c'est mieux. Le sable, en plein ville. Malgré l'inauguration de certaines infrastructures présentées comme des hôpitaux, disons-le, le système de santé au Congo est en lambeaux. Les patients sont expulsés des hôpitaux publics à cause du manque d'argent. Des grèves dans tous les secteurs de la fonction publique. Les étudiants n'ont pas leur bourse. Des fonctionnaires retraités, ça aussi vous le savez, accusent actuellement plus de 50 mois d'arriérés de pension impayés. Ces retraités menaçaient de faire un sit-in le 31 octobre dernier pour revendiquer le paiement de leur pension. Une démarche non approuvée par le président du Sénat qui appelle au dialogue. C'est surtout ceux qui ont brandi la menace des sit-ins. Je voudrais obtenir que nous sortions d'ici en levant cette mesure. Tenez-vous tranquille. D'autres fonctionnaires retraités attendent depuis 11 ans leur pension. C'est dans ce contexte de crise financière et multidimensionnelle, pour ne pas dire, dans cette situation de ruine totale du Congo, pays aussi lourdement endetté, vous le savez, la dette du Congo est estimée actuellement à plus de 8 000 milliards, 500 millions de francs CFA, soit 99% du PIB. Denis Sassou Nguesso parvient à trouver des milliards de francs CFA pour sa campagne électorale. Cela pourrait évidemment conforter la thèse qu'il utiliserait une planche à billets. Mais quelle monnaie! Pire encore, Denis Sassou Nguesso s'illustrait par les détournements massifs de cette manne pétrolière qui revenait pourtant au Congo pour alimenter son mode de vie extravagant et au profit de son clan. Selon les observations de du cabinet d'audit KPMG, il y a près de 250 millions de dollars qui disparaissent chaque année. Donc quand on convertit en francs CFA, on se rend compte que c'est vraiment le salaire des fonctionnaires congolais pendant une année. Donc si on continue à ce rythme-là, c'est depuis 1998. Donc depuis que la SNPC a été créée, le chiffre est à peu près le même. En 2004, il a été de 237 millions de dollars. Et donc c'est quasiment le même chiffre chaque année. Donc il faudrait véritablement que les choses changent au Congo, sinon il n'y a vraiment aucun avenir. Cependant, le gouvernement démocratiquement élu du professeur Pascal Lissouba en réclamait 33% par un accord renégocié de partage de production qu'il venait de forcer la main à Elf Aquitaine qui n'avait aucun intérêt à modifier ses contrats qui lui étaient très favorables, obtenus souvent, vous le savez, par la corruption et par une influence politique écrasante. Cette différence de position avait conduit la France d'interférer dans les affaires intérieures du Congo sous la présidence de Jacques Chirac en armant le rebelle Denis Sassou Nguesso, alors déguisé en opposant. Par le biais du Gabon, illustrant ainsi le fonctionnement occulte de la France-Afrique. En 1997, après son coup d'État militaire meurtrier, faussement qualifié de guerre civile par les médias affiliés à la France-Afrique, Sassou Nguesso a réussi à reprendre le pouvoir. Ce coup d'État militaire était soutenu par l'ancienne garde présidentielle de Mobutu, c'est comme la DGSP de Denis Sassou Nguesso, c'est une milice privée en réalité. Des extrémistes Hutus du Rwanda réfugiés au Congo-Brazzaville, des contingents tchadiens transportés par des avions français, ainsi que l'armée angolaise. Entre nous, qui ne sait pas que quand même, si la France n'avait pas décidé de le mettre, il n'aurait pas pu. Non. Il n'aurait même pas tenté. Non. Qui ne sait pas ça? Mais les gens disent, ah mais à l'AES, la France a même demandé à la CEDEAO d'intervenir sur ces pays-là. Qui ne sait pas que la France avait demandé à l'Angola, au Tchad, de venir intervenir en 1997 contre Pascal Lissouba. Cette coalition hétéroclite a permis donc à Denis Sassou Nguesso de renverser l'ordre constitutionnel et démocratique qui avait été
établie par les Congolais. Malgré ce que vous avez dit tout à l'heure, je garde la légitimité. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez été dépossédé. Non, je dis que vous aviez perdu le pouvoir le mois dernier, après 4 mois de guerre. Possible, disons comme cela, mais enfin, je garde la légitimité et je suis toujours président de la République et j'ai mon passeport. C'est-à-dire que vous venez de porter plainte contre Elf, que vous accusez d'avoir financé la rébellion. Vous exigez des réparations pour les dommages causés à la ville de Brazza et puis en même temps pour le sang versé. Vous parlez là au nom de l'État. Vous vous posez... Je parlerai toujours au nom de l'État. Je ne peux pas aborder un tel sujet et parler de moi. Ce n'est pas possible, c'est indécent. Vous m'avez posé une très belle question et je pense que pour le public, il serait souhaitable qu'il en sache un peu plus. J'ai dit que la démocratie chez vous protège. Chez moi, la démocratie s'est mise à tuer. Chez moi, à cause ou malgré la démocratie, un État est rentré chez moi, armes avec fusil et autres, pour envahir mon pays. Et il y a un important, un monsieur qui a pris le pouvoir, à qui il a donné le pouvoir. Ce n'est pas le peuple qui a donné le pouvoir, ce sont les armées angolaises qui ont donné le pouvoir à M. Sassou. Une fois arrivé au pouvoir, Denis Sassou Nguesso a poursuivi ses pratiques de pillage des ressources pétrolières tout en instaurant un climat d'oppression à l'égard des ethnies originaires d'autres régions que la sienne. L'un des épisodes les plus tragiques de son régime est le génocide du Poul qui a débuté, vous le savez, en décembre 1998, un an après son coup d'État militaire, et s'est poursuivi jusqu'en décembre 1999. Au cours de ces 12 à 13 mois d'expédition militaire punitive dans le Poul, qui s'apparente à l'exécution de son plan Mouébara, le pays a été le théâtre d'un nombre effroyable de massacres de civils, des crimes contre l'humanité et de viols systématiques dépassant même les atrocités commises au Kosovo, au Timor oriental et en Tchétchénie selon François-Xavier Verschav. Entre décembre 1998 et décembre 1999, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Il est essentiel de rappeler ces événements tragiques pour comprendre l'ampleur des violations des droits humains qui ont lieu sous le régime Denis Sassou Nguesso. Ces crimes doivent être reconnus et condamnés afin d'éviter que l'histoire ne se répète et que la mémoire des victimes soit préservée. La lutte pour la justice et la vérité doit continuer afin de rendre hommage à ceux qui ont souffert et d'œuvrer pour un avenir meilleur pour le peuple congolais. La comparaison de la couverture médiatique des événements tragiques que je viens de vous rappeler, notamment au Kosovo, Timor oriental et en Tchétchénie, avec celle concernant le Congo-Brazzaville est tout simplement frappante. Ce phénomène est brillamment documenté dans l'ouvrage de François-Xavier Verschav. Ce phénomène est brillamment documenté dans l'ouvrage de François-Xavier Verschav intitulé Noir Silence. Dans ce livre, l'auteur dépeint la France sous Jacques Chirac comme un pays où le président, depuis son palais, recrute des mercenaires sans aucune contrainte et orchestre des crimes contre l'humanité au Congo-Brazzaville, ouvrage que je vous recommande vivement la lecture. Cette France qui semble attiser les conflits ethniques tout en déversant les armes dans les régions en proie aux violences, agit avant tout pour conserver son emprise sur le véritable pouvoir, l'argent. C'est ce même pays, la France, qui, à travers son réseau mafieux de la France-Afrique, avait empêché les journalistes français de se rendre au Congo-Brazzaville afin de couvrir les atrocités, les crimes contre l'humanité perpétrés par Denis Sassou Nguesso. Seul Henrik Lindell, journaliste au sein de l'organe de presse respecté Témoignages chrétiens, a eu le courage de s'y rendre. Dans son article que j'ai découvert récemment, le journaliste informe ses lecteurs qu'une guerre civile abominable s'est produite en République du Congo et vous n'en avez pas été informés. Des massacres de civils qui ont mêlé les anciens miliciens du génocide rwandais aux corps expéditionnaires rwandais. Crime contre l'humanité, comme vous le savez, avoué par Denis Sassou Nguesso le 24 septembre 2025, alors qu'il répondait à la question d'un journaliste sur l'opération criminelle qu'il vient d'initier. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le Poul. Les unités de la
la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pôle avec succès. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pôle. Ces opérations se caractérisent, vous le savez, par des exécutions sommaires massives, systématiques et extrajudiciaires, c'est-à-dire son procès. Denis Sassou Nguesso serait-il un criminel formé et protégé par la France-Afrique pour défendre les intérêts français au Congo-Brazzaville en violation grave des droits humains? Alors il est vrai, on vient de vous le dire, que il y a eu au Congo-Brazzaville ce qu'on appelle l'affaire du beach de Brazzaville. C'est-à-dire, comme vous savez tous, le massacre d'environ 350 à 400 réfugiés qui étaient passés en RDC et qui, sur les assurances données par le président Sassou Nguesso lors d'interventions radio et télé, sont revenus dans leur pays avec la garantie qu'aucun mal ne leur serait fait. Tel n'a pas été le cas, puisque en mai 1999, enfin au printemps 1999, il y a eu ce massacre d'un certain nombre de réfugiés revenant de RDC à Brazzaville. Inutile de vous dire que la justice congolaise ne s'est pas saisie du dossier et qu'il ne s'est évidemment pratiquement rien passé au Congo même, malgré l'action entreprise par les familles des disparus, par les défenseurs des droits de l'homme et par un certain nombre de membres de la société civile qui se battent très difficilement dans ce pays pour essayer de faire prévaloir un minimum de respect des droits. Et puis, il se trouve que sur le fondement d'un principe qu'on appelle le principe de la compétence universelle, il a été possible 2 ans plus tard, fin 2001, de saisir la justice française de ce dossier. Alors, et donc à l'époque, nous étions fin 2001, le général Dabira était en France, on a pu déposer cette plainte. La machine politique et la collusion franco-congolaise est entrée en marche absolue. Le président Sassou Nguesso est venu à Paris en septembre 2002, a rencontré bien sûr le président Chirac, et l'un des sujets de discussion, ça a été dit, il y a eu une conférence de presse, c'est un secret pour personne, l'un des sujets de discussion a été cette procédure en France, et Sassou Nguesso a évidemment mis tout son poids dans la balance auprès de Chirac pour dire c'est pas possible, il ne faut pas que ça dure. Alors, il y a eu il y a eu plusieurs contre-feux évidemment qui ont été mis en place. Le premier de ces contre-feux a été la saisine de la Cour internationale de justice de La Haye. C'est-à-dire que le Congo-Brazzaville a saisi la Cour internationale de justice en disant que cette procédure en France n'avait pas lieu d'être parce que ce qui se passe au Congo, ça doit être jugé au Congo et ça n'a pas à être jugé en France. Et la France, qui n'avait jamais accepté la compétence de la Cour internationale de justice depuis 1973, je crois, ou 1974, époque à laquelle elle avait été condamnée pour les essais nucléaires dans le Pacifique, a accepté la compétence de la Cour internationale de justice pour cette affaire-là. C'est vous dire déjà la collusion entre les deux pays. Voilà, merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet édito, mais surtout de l'opportunité de l'élection présidentielle de mars 2026.